retrouves avec 1 Ouais. 000 000 d'apport et tu peux acheter une boîte qui fait 3 millions. Ah, si c'était que moi, j'aurais envie de racheter toutes les boîtes vraiment Bah, franco-françaises. c'est ce que Ici. j'essaye de faire. Mais bon, Fais pas. c'est le sang qui coule dans les veines de Hmm. l'économie en France ou dans pas mal de pays. Je dis toujours que j'ai jamais eu de chance et que à chaque fois que quelqu'un doit faire 100 mètres, je dois faire 1 kilomètre. La finance a divorcé de l'économie réelle depuis plusieurs années maintenant, voire Oui. décennies. Le secret interdit pour racheter des entreprises avec ou sans argent. Au programme de cette émission aujourd'hui, deux grandes parties. La première un peu plus technique sur comment racheter des entreprises avec ou sans argent et également les conséquences politiques, économiques sur notre souveraineté industrielle, sur l'emploi, sur l'innovation. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je suis avec Thomas, expert dans le domaine fameux LBO, et on va revenir sur cette niche assez particulière et très peu connue. Alors, on travaille ensemble, je crois, depuis 2023 avec Thomas, je vais lui laisser la parole. Euh, Quand je dis on, c'est évidemment moi et nos clients, une trentaine de clients aujourd'hui qui ont participé au projet de Thomas. 2024 pour être précis, puisque finalement 2023 avait été une année relativement pourrie, il faut le dire, et Thomas avait fait le choix aussi d'attendre, ce qui n'est pas forcément évident d'avoir une patience dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Je vais le laisser se présenter. Merci d'avoir accepté mon invitation, Thomas. Plaisir. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Que fais-tu aujourd'hui? Alors, moi, c'est Thomas Rigaudot, donc je suis le fondateur de Cray Co, qui est une boutique M&A basée à Paris. Ok. Et il y a 2 3 ans, je cherchais euh, un véhicule d'investissement ou des domaines dans lesquels investir, un peu alternatif à ce qu'on peut voir classiquement sur la place. On ne se Ouais, connaissait pas à l'époque. effectivement. Et donc, ne trouvant rien, j'ai décidé de créer ma propre solution, qui est un fonds d'investissement dédié à la transmission de nos entreprises TPE et PME en Ok. France. Ok. Quel est ton parcours? Plutôt maths, finance. Ouais. Donc, j'ai été de cette génération, on envoyait tout le monde Ouais. en finance pour gagner de l'argent. Moi, ça Ok. m'intéressait pas trop. J'étais un peu plutôt la tête dans la lune, à aimer un peu les sciences et la physique. Ok, bon, je comprends là, on est pareil. Donc, je me suis retrouvé en finance de marché, ça me plaisait pas trop. J'ai fait un DU d'astrophysique à l'Observatoire de Paris parce que ça me manquait. Ok, Et puis, trop bien. j'ai réussi à connecter les points avec la finance d'entreprise, qui est beaucoup plus proche de l'économie réelle. Et Ouais, depuis, je m'éclate. ok, ok. Bah, beau parcours scientifique, économico-finance, Ouais, un peu comme le un peu mien. bizarre. Un peu bizarre. Oui, après, ça fait sens, surtout dans la vision, je pense, aussi par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. On va Ouais, en discuter, mais c'est vrai. alors très rapidement, je mets les pieds dans le plat. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas le terme, hein, même si on a 99% d'investisseurs qui écoutent cette émission, qu'est-ce qu'un LBO? Bah, c'est un achat d'un actif avec effet de levier, donc un apport plus une dette. C'est un mot anglais, mais Ouais, vous faites la même chose quand vous achetez un appart, c'est leverage pareil. buyout. Leverage buyout ou achat par Ouais, effet de levier. Donc, on met un peu d'apport, la banque nous accompagne, ou des financeurs privés qui font de la dette privée. Enfin, il y a un effet de levier quelque part. Vous faites la même chose oui. quand vous achetez un appartement, en fait, c'est tout à fait pareil. Oui, et surtout, encore plus dans l'ancien, c'est qu'il y a déjà été un appart qui soit a déjà été acheté, soit qui a déjà utilisé la dette pour pouvoir se le payer, Ouais, et on va revenir derrière sur le principe de le racheter. exactement. Euh, alors, le LBO, alors, il y a le très gros LBO, il y a le Mhm. petit LBO, on peut racheter une petite entreprise, une TPE, une PME, Ouais. même n'importe qui peut le faire Mhm. techniquement. Quelle est la place du LBO dans le monde d'aujourd'hui, dans la finance d'aujourd'hui? Bah, c'est le sang qui coule dans les veines de Hmm. l'économie en France ou et dans pas mal de pays, parce qu'on assure la transmission des entreprises françaises. Ouais, Donc, sans LBO, l'acheteur ne peut pas acheter et le vendeur ok. ne peut pas vendre. Et donc, c'est plein de boîtes qui trouvent pas continuité en fait à leur histoire. Ok, toi, dans ton expérience de ce terme de LBO, quel est ton parcours propre sur cette thématique-là? Alors, je sais pas, à titre personnel, d'abord, je ne sais pas, Ouais. ou vraiment purement professionnel, parce qu'effectivement, donc, tu as, pour ceux qui n'ont pas compris, des investisseurs qui mettent leur capital dans ton Ouais. fonds qui va servir
à placer ses liquidités dans le rachat d'entreprise. C'est ça. Ouais. Nous, on accompagne seulement des repreneurs individuels dans Ouais. le rachat d'entreprises historiques, Ok. pas de start-up. Alors, ça existe aussi, mais nous, notre Ouais. positionnement, c'est plutôt financer la Oui. transmission des TPE et des PME en France. C'est que ça. C'est vrai que par définition, moi, du coup, je connais très bien les dossiers de, du coup, de Thomas. Mais oui, c'est pas des startups. Enfin, par Non, non. définition, c'est des On a boîtes qui existent des déjà belles depuis boîtes, longtemps. des belles marques. C'est le patrimoine un peu français hein, Ouais. qu'on transmet. Tu as suivi la première acquisition qu'on avait fait Ouais. ensemble avec ce fonds. Oui. C'est 40 ans d'histoire. Oui, j'avais une question que j'allais te poser, mais effectivement, j'aime beaucoup l'entreprise, le domaine. Finalement, Ouais. tu retrouves presque le côté scientifique Oui, on le que, retrouve. que tu as, que j'ai aussi. Et effectivement, c'est un fleuron C'est vrai. de c'est vrai. l'industrie française. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui nous fait, nous, plaisir. Évidemment, ça fait plaisir aux salariés, Ouais. ça fait plaisir à la région, ça fait plaisir Oui, tu aux m'étonnes. dirigeants sortants, en fait, et à tous nos clients, tous nos donneurs d'ordre qui voient qu'une continuité est assurée pour encore 10, 15, 20 ans, quoi. Ouais, c'est ce qu'on discutait très rapidement off avant, c'est que, alors ok, dans ma vision un peu anti-finance, tu as le côté Mhm. levier bancaire, mais par contre, c'est vraiment quoi a été créé la finance initialement, c'était vraiment pour soutenir l'économie. C'est-à-dire que Mhm. je le dis souvent, la finance a divorcé de l'économie réelle depuis plusieurs années maintenant, voire Oui. décennies, mais initialement, c'était vraiment pour avoir cet effet-là et de permettre, comme tu dis, de sauvegarder l'emploi, le patrimoine, souveraineté industrielle et beaucoup de choses qui sont dans le sens-là. Ouais. Bah, ce que je pense, c'est que on est encore, on fait partie des derniers, alors Ouais. pas que nous, hein, mais j'espère qu'on fait partie des derniers à utiliser la finance comme un moyen et pas Ouais. forcément comme une finalité, en fait. Ouais, parce que le C'est un outil. vrai financier d'aujourd'hui, et c'est aussi, je le dis souvent, il sait presque pas quoi faire de son argent. Et toi, ça va être de la spéculation pure, ça va être de la finance pour la finance, ça va être Wall Street. Mais quand tu vas lui demander de créer de la valeur comme un Mhm. entrepreneur, comme quelqu'un de l'économie, Mhm. ça va se compliquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est la démocratisation Hmm. qui a fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cash. On peut revenir sur Ouais, des c'est modifications vrai. réglementaires historiques qui font que le Glass-Steagall Act qui a été abrogé, qui fait qu'il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de capitaux. Donc en fait, on a complexifié la finance pour pouvoir utiliser cet argent à disposition Ouais. et parfois pour le bien, mais parfois pour le mal. Et en fait, pour quand même, moi qui suis un peu naïf, je pense pas que le mal a été fait peut-être par vocation, mais plutôt par effet secondaire. Et malheureusement, Ah bah aujourd'hui, bien sûr. beaucoup s'endorment un petit peu dans ces périmètres-là. Et il faut en sortir parce que sinon, on ne sait plus quoi faire pour justement utiliser à nouveau la finance comme un Ouais, outil et plus juste comme une finalité, quoi. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent. ouais, c'est ça. Certes, mais c'est ennuyant, quoi, je trouve, comme concept. Tu vois. Oui, et alors, disons que quand quelque chose est possible, bien évidemment, l'être humain Ben est ouais. pour, il va y aller. Surtout quand il y a un aspect pécunier, il va y aller. Après, comme tu dis, peut-être différemment, c'est une vision très 20e siècle. Mhm, c'est vrai. Bon, ok, on est dans l'abondance, on est dans les liquidités, on est en 2025, bientôt 2026. Mhm. C'est plus du tout la même chose. On s'est rendu compte que les ressources n'étaient pas Ouais, illimitées. il y a une fin au film. Voilà, qu'il y a une fin sur beaucoup de choses, que l'impression monétaire, bon, bah, à court terme, c'est une solution, mais mathématiquement, Ça marche ça ne pas. peut pas tenir très, très, très longtemps. Mm. Et donc, avoir une vision beaucoup plus proche de, bah, finalement, oui, tu peux pas mettre de l'argent magique partout et il faut une création de valeur, parce que sinon, ça tient pas debout, tout Non. simplement. À la fois par les maths et à la fois par la réalité. Et c'est ce qui est beau dans le LBO aujourd'hui. Petite question plus ciblé pour l'individu et Mhm. que je reçois, alors pas non plus un volume très important, mais que je reçois de plus en plus de par vraiment le particulier. Euh, voilà, comment on peut racheter une entreprise sans argent. Je ne sais pas si tu regardes un peu les contenus qui se font en ligne dans le domaine du make money, mais tu commences à avoir un peu de contenu sur les LBO, sur voilà, vous pouvez vous aussi à titre personnel Mm. reprendre une boîte, mettre quasiment, alors tu peux mettre des fonds, tu peux mettre un apport comme en immobilier, Mhm. mais la fameuse question que je reçois quelques fois par an, c'est voilà, je veux racheter une boîte et je veux avoir un système, Mm. un levier qui me permette de ne pas mettre de cash, de prendre peu de risques et de reprendre quelque chose qui soit vraiment qui tienne la route, toi, pour vraiment commencer, de ne pas créer une boîte de Mhm. zéro et de racheter quelque chose qui tourne déjà. Mhm.
Ouais, tu me demandes un peu le mouton à 5 pattes. Non, mais déjà, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un mythe? Et comment on fait? Voilà, alors, pas, évidemment que tu es bien placé pour le savoir, mais bon, sur X dossiers, déjà, il faut en trouver un bon. Mhm. Et derrière, il faut pouvoir réussir à mettre ça en place. Ça, c'est autre chose. Alors, en fait, c'est un mythe sans être un mythe. Ouais. C'est-à-dire que mon premier boss en finance m'a dit un jour There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Ouais. Donc, si tu mets pas de risque, si tu mets pas de cash, il y a forcément une contrepartie. Est-ce que ça veut dire que tu auras moins de retours? Ouais. C'est possible. Mais de tout avoir en restant dans la légalité et le côté réglo faire pour toutes les parties qui sont prenantes au deal, ça peut pas marcher. Ouais. Bon, donc effectivement, racheter une boîte en crédit vendeur à 100%, bon, bah, tu mets pas de cash, tu n'as pas de risque s'il n'y a pas de garantie sur le crédit vendeur, mais c'est un peu le boss qui vend à son premier salarié. C'est un peu, c'est pas un LBO, c'est plus une transmission patrimoniale qui lui dit allez fiston, c'est à toi de jouer. Je te fais confiance. Oui, on peut minimiser l'apport en essayant de trouver une belle endormie qui fait un bon résultat, mettre un apport minime si on a des bonnes relations avec ceux qui vont nous prêter pour faire l'effet de levier. Ouais. Mais en réalité, il faut quand même un peu d'apport. Après, l'intelligence, c'est comment le trouver Ok. et où le trouver. Et c'est pour ça qu'on existe. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, le repreneur classique, il va avoir entre 0 et 300 000 euros. 0 et 300 000 euros, tu peux acheter une boîte qui vaut 1 à 2 millions d'euros. Ouais. Donc c'est bien, mais c'est des petites structures. Alors ça dépend des boîtes, mais c'est souvent des petites structures. Les investisseurs financiers et les industriels regardent des boîtes qui sont au-dessus de 10 millions d'euros. Ouais, tout à fait. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comment on résout l'équation de la boîte qui va entre 2 et 10, qui est une vraie pépite, mais qui ne se transmet pas. Et ben, c'est justement en accompagnant ces dirigeants dont tu parles, qui ont peut-être moins les moyens pour pouvoir accéder à ces boîtes-là, mais qui ont un vrai track ou qui ont la tête bien faite et qui ont envie de faire et qui sont compétents, mais de leur donner un petit coup de boost pour leur dire allez, on y va. Une boîte entre 2 et 10 millions, c'est en général bien structuré, c'est rentable, il y a un peu d'historique. Allez, on t'accompagne, on te donne les moyens pour y arriver. Donc, on est une réponse à ta question. Ouais. Mais après, techniquement, chaque opération est différente et tu as 1001 possibilités de faire. Le crédit vendeur, tu as des prêts d'honneur, le réseau entreprendre, réseau initiative. Je fais la pub, mais c'est des organismes publics. Donc, et évidemment, en étant un peu smart et en faisant un peu de recherche, tu peux agrémenter comme ça un peu de love money, un peu d'apport, un peu de prêt d'honneur. Au final, tu te retrouves avec 1 million d'apports, tu vois, un peu du cédant qui est réinvesti. Et du coup, tu te retrouves avec 1 million d'apports et tu peux acheter une boîte qui fait 3 millions. Mais du coup, comme je te l'ai dit au tout début, il n'y a pas de free lunch. Donc en fait, si tu apportes peu, ton return est normalement plus faible que si tu apportes plus. Mais bon, après, c'est une solution. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, sur le principe même, alors à titre personnel, j'ai jamais fait de reprise d'entreprise. Non, mais on en a fait une ensemble. Oui, bien sûr, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, c'était pas un projet à 100% perso et c'était pas mon argent. C'est pour ça que je dis. Mais c'est comme l'immobilier, c'est-à-dire que ce que je voulais faire comme comparaison, c'est déjà l'IMO, parce que là, je maîtrise beaucoup plus à titre perso. Et j'ai déjà fait de l'IMO aussi avec les clients sur des projets marchands de biens, immobilier à l'étranger. Il y a l'IMO. Sur la comparaison va être un peu la même, je pense, mais je veux que tu me confirmes. Il y a l'IMO dispo pour tout le monde, sur le bon coin. Voilà, tu peux faire effet de levée bancaire avec ou sans argent. Et tu as quand même l'IMO un peu plus inaccessible, pas pour monsieur et madame tout le monde. Alors, monsieur et madame tout le monde pourraient y aller, mais ça demande un minimum de connaissances, un petit peu de réseau, et toi, ça va de suite dans le off-market, dans le banquier privé va être mieux que le banquier de banque tradi. Et tu rajoutes 2-3 petits paramètres, et de suite, tu arrives sur l'immobilier qui va être beaucoup plus rentable, moins accessible, certes, encore une fois, pour monsieur Dupont, mais sur lequel tu vas avoir des performances et un accès à l'actif différent quand même. Est-ce que le LBO, finalement, c'est la même chose? C'est exactement pareil. Il n'y a absolument pas de canal centralisé comme tu parles de l'IMO aux États-Unis, le MLS. Aujourd'hui, accéder aux boîtes à vendre, il y a tout et n'importe quoi. Et souvent, on me dit mais c'est tout le temps les gros qui récupèrent les gros dossiers. Ben non, parce qu'en France, la fusion-acquisition, donc les intermédiaires en M&A qui représentent les vendeurs, parfois, dans beaucoup de cas, c'est le copain ou une connaissance de. Donc, tu peux avoir une très belle boîte industrielle à la vente, conseillée par un local
qui lui, peut-être va regarder dans son entourage proche s'il a un acquéreur. Et si tu es dans cet entourage proche, bah oui, tu peux avoir peut-être un dossier hyper quali que le gros, que tu pourrais te dire qui a l'habitude de tout avoir et de tout raser, bah en fait, n'aura peut-être pas C'est eu. ça. Donc on a encore cette épingle du jeu de par cette difficulté un petit peu à naviguer dans Ouais. dans cet espace. Je pense qu'il y a, surtout en France, mais il y a une grosse opportunité, et ça, c'est dans tous les domaines. Je le vois avec le recul. Dans la première phase de niveau professionnel, c'est-à-dire que c'est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. C'est trop petit pour les pros, comme tu dis. En général, ils sont à 5-10 millions minimum sur le 10, LBO. ouais. Et il y a toujours la fenêtre de tir entre 1 et 2, 3, 4, 5 millions. Mm. J'avais une discussion aussi, je crois qu'on en avait discuté, mais sur nos projets justement d'exploration de cuivre au Maroc, minier. C'est exactement la même chose. En fait, historiquement, tu as des très très gros, mais il y a des petits projets, il y a des petits sites, il y a des petites licences que personne ne veut aller parce que c'est trop petit, entre 1 et 5 millions. Mm. Et évidemment que c'est beaucoup trop gros pour le citoyen, et s'il veut y aller, il faut mettre du cash, il faut mettre beaucoup de cash. Et l'IMO, c'est pareil, le LBO, c'est pareil. C'est pareil. Et donc, si tu structures un petit peu, comme tu dis, si tu additionnes un petit peu de liquidité, tu peux très vite arriver à un apport suffisant. Bah nous, c'est ce qu'on fait. On ne veut pas que la liquidité, ce soit un problème. On veut que pour la transmission de nos TPE et PME en France, la solution, ce soit les talents et pas le cash. Et des talents, on en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, on veut résoudre cette équation pour eux sans qu'ils rentrent justement dans des martingales ou dans des mythes, à aller agrémenter plein de trucs, à essayer de faire des deals trop compliqués. On leur dit, écoute, nous, le cash, on s'en occupe. Toi, tu as la compétence. Et de par notre réseau, on a accès à ces boîtes-là, à ces petits projets qui sont quali et qu'on arrive à screener, à curated, tu vois, comme ils disent en anglais, et qu'on leur transmet. Et parfois, ils viennent après avec leur propre projet en disant j'ai cette boîte, j'ai trouvé cette boîte, ça vous intéresse d'investir avec moi. Et là, on est en train d'étudier justement une boîte qui vient d'un des repreneurs avec qui on a bossé, qui est topissime. Et donc, en tirant la pelote de laine, on se retrouve avec c'est ce trio entre cash, talent et boîte à céder qui fait sens de plus en plus fréquemment et qu'on essaye de favoriser. Oui, parce qu'elle aussi, peut-être que, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, au-delà de la structuration de deal, de l'investissement, vous accompagnez la boîte, ce qui est aussi assez différenciant par rapport à beaucoup de LBO, de fonds LBO. Alors certains accompagnent plus ou moins, mais ça s'arrête relativement tôt aussi. Il y a peut-être moins d'implication. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui voudraient investir dans les LBO ou travailler avec Thomas, il y aura un petit lien dans la description, comme d'habitude, vis-à-vis de nous en intermédiaire, évidemment. Est-ce que c'est aussi une de ton unicité, alors de votre unicité, parce que tu n'es pas tout seul non plus, vis-à-vis de ça, ce qui, je pense, aussi est important, à la fois dans l'invest, tant que tel, sur les métriques, et aussi dans la vision, finalement, d'un point de vue moral? Totalement. Alors nous, pour avoir bossé 10 ans avec des fonds et pas avoir trouvé justement chaussure à mon pied pour investir mon propre argent, beaucoup de cas, tout le monde te dit moi je t'accompagne, on va être au quotidien, on va déployer des équipes, Bon. Je t'avoue que parfois c'est vrai. Oui, parce que c'est vendu comme ça souvent aussi. C'est tout le temps, parfois, c'est tout le temps vendu comme ça. Ouais. Parfois c'est faux, parfois c'est vrai. Je quand même leur... nous, il faut que ce soit systématiquement vrai. C'est-à-dire que les souscripteurs du véhicule sont il n'y a pas d'institutionnel, c'est que des gens qui savent quoi faire de leurs 10 doigts. Et en fait, ces gens-là, on essaye de rendre les boards, par exemple, des boîtes dans lesquelles on investit participatifs pour que chacun puisse avoir accès aux problématiques du dirigeant et de lui solutionner ses problèmes le plus rapidement possible. Que le dirigeant, lui, il est qu'à s'occuper du people, du business et de la production, et que tout le reste, un problème de cybersécurité, de RP, refaire mon site web, des conneries, mais qu'il puisse avoir une réponse en 24-48 heures. C'est du comment, d'ailleurs, mais comment il n'y a pas besoin de se poser trop de questions sur les parties techniques, comme tu es en train de le dire. On essaye de faire en sorte qu'on ait de donner une vraie boîte à outils aux repreneurs, parce qu'on veut non seulement transmettre les PME et TPE, mais on veut aussi les rendre pérennes. C'est un peu les deux missions, quoi. Voilà. Et oui, on essaye d'être le plus actif possible. Sans être... on ne fait pas d'ingérence. On essaye d'accompagner et d'être présent quand il faut. Ouais, parce que sinon, c'est ingérable pour les dirigeants. C'est là où ça devient passionnant aussi. On en discutera après de la première acquisition sur notamment des fonds qui viennent de notre côté. Avant, j'avais une petite question peut-être un peu moins technique, mais quel est
quelle a été ta plus grosse galère Hmm. dans toute ta carrière? Plus grosse galère. Ouais. Si tu veux le Écoute, storyteller ou... j'en ai eu beaucoup. Ah, ok, bon, très bien. J'en ai eu beaucoup, beaucoup. Je dis toujours que j'ai jamais eu de chance et que à chaque fois que quelqu'un doit faire 100 mètres, je dois faire 1 kilomètre. En tout cas, Ok, c'est le. bah, c'est bien, c'est intéressant de l'XP que ça apporte. Oui, enfin, Mais... on aimerait bien quand même que ça aille Non, plus non, vite je suis d'accord. parfois. Oui, oui, je confirme. Moi aussi, mais Euh, bon. Je pense que la principale galère que j'ai, moi, c'est un peu mon bon côté que j'ai. Je me reprends un peu le revers de ma propre médaille. Ok, Je suis un vas-y. builder, Ouais, j'aime bien, je suis très curieux, je me fais confiance ouais, beaucoup. Peut-être que du coup, ça m'a un peu ralenti ok. parce que j'ai peut-être dû casser trop de murs avant de trouver une voie cohérente. Quelqu'un qui serait peut-être plus structuré, peut-être plus dans le moule Ouais, contre lequel je me suis toujours battu depuis tout ouais, petit. je comprends, c'est un peu Euh, pareil, moi. je pense que ça a été ça, une galère invisible, tu vois, mais je pense que c'est celle-là qui Mais m'a pas mal. je pense que tu la vois pas quand t'es dedans. C'est avec le Non, recul. non, bah, c'est en connectant les points où je me dis Ouais, là, tu vois, je pense que mine de rien, le moule, c'est pas si mal parfois. Parce que depuis gamin, hein, moi j'ai toujours fait plein de conneries, j'ai toujours été à contre-courant. Et en fait, aujourd'hui, on me dit souvent bah, t'as bien changé depuis que je te connais, depuis que t'es petit. Et je dis bah, j'ai pas changé en fait. oui, oui, oui. C'est Oui, juste que tu me vois oui. avec des Ouais, lunettes différentes, parce que tu me voyais avec des lunettes scolaires, aujourd'hui avec des lunettes professionnelles, et j'ai oui, pas c'est ça, changé. tu vois la façade, mais derrière, J'ai pas changé, j'ai dans toujours un le peu ce côté un peu caractère. pirate, tu vois. Ouais, ouais. Bah, je pense que ça a été la plus grosse galère, parce que galère opérationnelle, j'en ai tous les jours, quoi. Tous les jours, je découvre un nouveau truc, tous les jours, j'ai une Oh, nouvelle ouais, j'imagine, à déception. LBO, il y a tellement de choses en plus à maîtriser que... Ouais, mais humain, Ouais, relationnel, de la confiance. J'ai été élevé, alors je sais pas, d'une famille, voilà, ouais, famille normale, classique, classe populaire, mais j'ai été élevé avec beaucoup d'amour. Donc, ouais. j'en attends presque autant de tout le monde. Et sauf que non, il y en a qui ont plutôt été élevés avec beaucoup de douleur et qui te le font sentir, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un côté piraterie, déjà. La piraterie n'est jamais finie, comme on dit. Et le côté, bah, ouais, tu penses que ça... C'est pas que ça va bien se passer, tu sais qu'il y aura des galères, mais dans la confiance, Ouais, dans c'est ça qui est dur. l'amour au projet, l'amour aux autres, l'amour aux collaborateurs, l'amour... Et effectivement, bah, avec le recul, des choses, finalement, tu devrais Non, être plus strict, plus... j'y arrive pas. Dommage. Oui, J'y arrive pas. Et j'ai pas envie. Tu sais, maintenant, je me dis, tant pis, moi, je suis comme ça. ouais, Voilà. Il y a forcément des gens à qui ça plaira. Ces gens, je vais forcément les rencontrer. c'est pas faux. Et Oui, puis oui, voilà. oui. Oui, oui, bah, J'ai essayé c'est hein, de la changer. logique, Hein. mais... J'ai essayé de changer. Hein. J'ai même demandé à ChatGPT comment être plus dur dans sa manière d'être. Il m'a dit laisse tomber. C'est trop GPT. compliqué à ton âge. Ah oui, il a dit ça? Non, non, Sois comme c'est toi-même. comme ça que j'ai compris. GPT, merci. Ok. Non, non, mais c'est intéressant aussi avec le recul. Cette question permet aussi justement d'avoir ce genre de recul parce que c'est bien beau de parler systématiquement des dossiers qui vont bien, des réussites, Non, mais ce ça, qu'on le c'est pas des fait galères, c'est le boulot, ça. sur les réseaux sociaux Ouais, ou avec les clients. Bon, ceci ouais. dit, les clients, ils ont à la fois ce qui va et ce qui va pas forcément. Mais dans les galères, c'est intéressant de voir aussi même quelqu'un, je vois dans les émissions, même si on fait une émission IMO, c'est bien de parler de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qui fait que ça a fonctionné. Ouais. Pareil, dans les galères, on a tellement en immobilier que c'est Moi, je trouve presque ça, c'est celle-là que du tu apprends le boulot. plus. Ouais, et puis c'est le taf. Ouais, C'est-à-dire que tu as des plus, tu as des hauts, tu as des bas. Ta question, tu m'as dit la plus grosse galère. Hein, donc ouais ça c'était doit une être. galère générale de Bah ton oui, ça doit au être, final. ça doit être beaucoup plus gros qu'un simple deal. Parce qu'avoir des deals, je pourrais t'en raconter plein d'anecdotes. De deals qui pètent au dernier moment ou des deals qui se Ouais. font au dernier moment. Bon, mais ça, c'est le boulot. Oui, Tu oui, vois. bah, on me l'a posé aussi celle-ci à faire. J'avais envie de faire un top 10 déjà des plus grosses galères. On a eu récemment le porteur de projet. Il est décédé une semaine avant d'avoir le ROI. Au lieu d'avoir le ROI une semaine après, on l'a eu Ouais, 2 ans, 3 ans après, toi. Parce qu'il y a une question de, ouais. Ah ça va être de succession, de c'est machin, dur pour ce genre de la truc. famille et pour les proches. Hein, Non, mais après, bien évidemment. Et effectivement. en plus, tu peux pas commencer à avoir un discours, toi. Non, Parce que, non, fais non, chier. non, Non, non. bon, ok, on va se calmer. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, en plus, tu peux pas le gérer frontal, ce truc. Tu es obligé Ah, de mettre ça des passe pincettes. par Bah ouais. avocat, Mm. notaire, ouais, ça passe partout. Ouais, bon. Bah, on en a eu Ce plein genre des de comme ça petites aussi. On galères. pourra faire une autre Ouais, émission. Je viendrai préparer avec mes 10 galères ouais, c'est ça, on va pour faire le faire rigoler top un peu, 10 des plus grosses galères techniques de LBO. On clairement. en fera une. Ok, très bien.
Ok. Est-ce que, alors là, on va revenir sur un aspect fondamental et plus macroéconomique. Est-ce que le LBO, euh, le gros, cette fois-ci, est-ce que ça peut peser sur un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de la scène, sur la souveraineté industrielle? Et ce que je veux dire par là, c'est justement les fonds américains, les fonds asiatiques, les fonds du Moyen-Orient, qui viennent en Europe, qui viennent en France, et qui vont racheter du foncier de l'entreprise franco-française. Comment tu vois la chose? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça. Alors, il y a des inconvénients, ça c'est sûr. Ouais, Il y a des avantages, c'est les liquidités. ouais, Mais les inconvénients, c'est que, comme je te dis, il n'y a pas de free lunch. Il faut toujours ouais, raisonner, est-ce qu'il y a un déj gratuit dispo? Non. Donc, on perd notre souveraineté, clairement. ouais. Bercy bloque des dossiers sensibles, mais en fait, il n'y a pas que des dossiers sensibles. Le petit dossier qu'on a fait ensemble, Ouais. bon, c'est un petit dossier, mais on est très peu à savoir faire ce qu'on fait C'est pas faux. dans les industries que tu connais, très sensibles. On perd ça. Est-ce que on a perdu un peu de souveraineté? Un peu. Mm. Est-ce qu'on a perdu d'indépendance? Beaucoup. Ouais. Et donc, clairement, il y a un sujet. Il faut qu'on se muscle très vite. Il faut que les politiques ou les publics essayent de faciliter un peu Ouais. ces transactions-là, les accompagner. Il y a plein de fonds souverains qui accompagnent sur leur territoire ces acquisitions et cette transmission-là pour éviter qu'en fait, un étranger préempte pour Ouais, c'est ça. fermer ou pour récupérer le personnel, l'envoyer chez lui. C'est ce qu'ils font hein, souvent. Ouais. Ou récupérer des brevets, des savoir-faire, et puis en fait nous Oui, laisser un petit il y a une peu question de ça aussi. bec dans l'eau, quoi. Ouais. Ah, si c'était que moi, j'aurais envie de racheter toutes les boîtes vraiment Bah, franco-françaises. c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, Bon, il faut du cash, les amis. bah, il faut du cash, faut des exactement. liquidités. Non, mais en plus, c'est des vraiment belles boîtes, parce qu'on parle des gros LBO. Oui, oui. La tranche 2 à 10 millions, elle est incroyable, Ouais, ouais. François. Je Mais c'est t'emmènerai ça. un jour avec moi, visiter des boîtes, on prend le train, on Ah va bah, visiter des boîtes. déjà, on va ça, le truc que je fais pas et que j'ai pas fait, mais j'ai vraiment envie de me lancer toi, à titre perso dans la reprise d'une entreprise. Bah, tu l'as peu déjà fait quand même, Oui, indirectement. oui, indirectement. Mais Oui, hein. faudrait que tu passes et tu viennes un jour en Mm. visite de boîte, tu vas rencontrer notre Ouais, tissu en plus c'est ça, économique. c'est presque un des trucs que je vois pas vraiment, du coup c'est vraiment l'aspect humain, aller sur le terrain. C'est génial, Ouais, c'est c'est presque, génial. j'imagine pour toi, la meilleure Ah ouais, partie, c'est mais... la meilleure partie Mm. parce que tu rencontres des gens, tu rencontres des histoires, tu rencontres Ouais, des noms du patrimoine quoi, et que tu essayes de valoriser, et d'assurer la pérennité. C'est incroyable. Et la plupart du temps, ces gens-là, c'est des gens top quoi. Ils te ouais, racontent leur vie et tu te dis putain mais oui, c'est ça. c'est fou, c'est fou. Ouais, qu'au minimum, ça veut dire que ça fait au minimum une génération, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui est là, et Ouais, des mais fois même même, plus, tu vois, même parce plus. que j'avais vu les chiffres, parce que j'avais été invité à un fonds, moi j'ai pas donné suite, mais c'était un gros fonds de LBO, ils nous avaient partagé les chiffres. Et Mhm, eux, ils segmentaient en trois. Il y avait les parties qu'ils appelaient Empire, ça faisait plusieurs générations que c'était là. mhm, Ils disaient que c'était vraiment particulier à travailler avec une boîte plutôt en Empire. Il y mhm, avait ceux pour lesquels c'était la première génération et qui avait une logique de transmission à la génération suivante. Et il y avait ceux, évidemment, pour lesquels il n'y avait pas la transmission directe aux enfants, parce qu'ils avaient autre chose à faire, ils ne voulaient pas du tout faire ça. C'était un repreneur externe. Et mhm. effectivement, tu voyais la différence de perception dans l'humain, dans même la logique économique, dans la structuration, c'est très intéressant, hein. Ouais, bah, nous, on adresse ces trois sujets-là, Ouais. principalement l'étape, enfin, la partie 3, Mm. parce que évidemment, quand on va chercher une personne externe pour la Ouais. reprise, bon, c'est qu'il n'y a pas de suite, mais on pourrait très bien accompagner une transmission interne aux salariés aussi, Mm. et une transmission Ouais, ça doit être familiale particulier si aussi, besoin. ça. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, c'est la voie royale hein, pour les transmissions, de transmettre à son Ouais, en plus, salarié, tout dirigeant le en rêve. Hein. cerveau, il est là, quoi. Il y a déjà la data, ils Oui, et connaissent puis il les y a une gens. relation entre eux. Ouais. Donc, pour le dirigeant, c'est vraiment, entre guillemets, la voie royale, quoi. Et est-ce que tu veux parler 5 minutes du deal qu'on a fait? Alors, je sais pas si on peut citer le nom, parce qu'autant, évidemment, qu'on l'a Bien sûr. partagé maintenant aux clients, et bien sûr, mais ouais, Non, on a fait un communiqué, on a ouais, racheté donc les établissements G Hugot. j'ai got. Donc Hugot, et alors, pour parler d'histoire, dans les bureaux, on a encore Mm. la petite plaque métallique sur la porte où il y a Monsieur Hugot. Ok, Voilà, donc, faut le laisser, ça. ah bah ouais, bien sûr, personne la touche, hein, Ouais, cette plaque. ok.
Donc, c'est une boîte dans la mécanique de précision dédiée aux industries de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de la défense. Ouais. Donc, c'est 3 très, très grands sujets en France. Super intéressant. Ouais. On est dans la chaîne de sous-traitance, Ouais. positionné un peu dans le très, très haut de gamme de la mécanique de précision. C'est Donc, ça. on ne va pas faire de pièces en masse. On ne fait pas non plus de pièces unitaires. Donc, on est pile dans le sweet spot où on essaye de produire de la pièce critique pour nos clients. Il n'y a pas de concurrence, je crois. Bah, très peu. Très peu. Sur, Très peu, ouais. très peu. Ouais. La concurrence, elle va être plutôt sur les pièces de moyenne et de grande série, où effectivement, là, il y a un peu plus de monde, mais Oui, ça forcément, reste quand même c'est toujours peu. inversement proportionnel Exactement. sur le premium. Ouais. Premium prix. Là, nous, c'est strictement premium. C'est pas une logique financière, c'est une logique, je dirais, défi intellectuel. Nos équipes, elles sont là pour ces défis intellectuels. Et au fil que j'ai réussi je suis monté en compétence sur cette boîte-là, j'ai compris qu'en fait, c'était des artistes. T'es pas loin de l'artisanat, là. Ben non, c'est de l'artisanat et de l'art, parce qu'en fait, il faut d'un plan papier et d'un bloc de matières premières arriver à usiner une pièce qui va être juste magnifique au toucher, à la texture. Enfin, je parle pas d'un plat, un truc à manger, mais tu vois, au toucher, à la texture, à la qualité, aux finitions. Et en fait, on vient nous chercher pour ça. Et je suis tombé amoureux de la boîte. Je comprends. Après, est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus, parce que c'est 2024-2025 ? Oui. Sur l'aspect vraiment reprise vis-à-vis des employés, comment ça s'est passé sur les premiers mois ? Ouais. Donc, nous, le process, on a notre flux de boîtes à CD. Donc, ça, c'est par le réseau, mais on fait aussi un peu de gré à gré. On essaie de trouver des boîtes. On discute avec des dirigeants tous les jours. On a des gens qui s'en occupent tous les jours, pour essayer justement d'identifier des histoires à raconter. Cette boîte-là, une fois qu'on l'a identifiée par un confrère pour le coup, on a organisé un casting auprès de notre réseau pour trouver le repreneur qui serait idéal pour cette boîte, que j'embrasse, qui est un gars vraiment formidable, qu'on a identifié, avec qui ça s'est tout de suite très bien passé, qui n'a pas du tout un passé dans la technique. Et pas mal de fois, on m'a questionné en me disant mais tu veux pas un techos Je dis mais on a déjà plein de techos dans la boîte, je pense qu'il faut pas un techos de en plus. plus pour le coup, c'est du techos qui tech, C'est du techos qui tech, donc je vais pas rajouter un 6e ou 10e techos au-dessus. On a trouvé quelqu'un qui est beaucoup plus sur l'humain, qui est calme, qui est posé, qui est très accessible, avec qui j'ai accroché mais immédiatement, et j'espère que c'est réciproque, il me le dira en commentaire. On lui envoie la vidéo en premier. On lui envoie la vidéo en premier. Et une fois qu'on a fait ce casting-là, on dépose notre offre, on a été retenu. Après, s'ensuit les due diligence classiques, le closing. Et les premiers mois donc d'entrée, prise des clés, le petit discours qu'on avait fait le 1er avril. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelques secondes de est-ce que c'est un poisson d'avril Mais oui, parce que je me souviens, dans la majorité, c'est pas que les gens n'étaient pas au courant, mais il y avait un côté ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que bon, c'est dans la transmission. Oui, c'est relativement confidentiel jusqu'au pas la dernière étape, mais presque. Quasi. C'est ça, il y a voilà, au tout début, de toute façon, ça sert vraiment à rien d'en parler tant que c'est pas fait, en gros. Quoi. Oui. Bon, après, mais il y a pas, et tout le monde l'a pris plus ou moins bien. Je pense qu'évidemment, il faut faire ses preuves. C'est-à-dire que quand tu reprends, c'est beau d'arriver et de dire bonjour, je me présente, Thomas Rigolo. Mais on a été très minime dans notre... Tu prends chaque personne individuellement, tu fais le point. Il y a combien d'employés d'ailleurs ? Une dizaine. Une dizaine. Mais je pense qu'on a eu une approche où on s'est dit, soyons humbles, on va se présenter, on va globalement dire qu'on est très content de porter cet héritage-là avec eux. Ils le voient. Ils l'ont vu après, Je pense qu'ils l'ont vu après. Et aujourd'hui, ça se passe, je pense, très bien. Ça se passe très bien. Eric a réussi à créer un peu de proximité avec eux et vice-versa. Et voilà, je pense que ça se passe bien. Et c'était le premier chantier, c'était réussir à faire en sorte que la greffe sociale prenne. Et ça, le bilan de fin d'année qu'on a reçu, même si ça reste un reporting, un rapport, effectivement, c'est très très bien. Là, cette année, donc, on va être un petit peu en croissance, mais on a surtout remboursé une première échéance de dette LBO. Donc, on a un 7e de patrimoine sur la valeur des titres qui a augmenté.
Effectivement, en termes de croissance, de rentabilité, et sur le chiffre et sur la renta, on affiche de la croissance. Donc, on est déjà en train de proposer à Oui. nos souscripteurs de l'évolution Voilà, positive sur le sur leur papier, placement. tu as une revalo. Bah, c'est pour Oui, ceux qui ont vraiment pas bien compris, c'est le gros intérêt du LBO pour l'investisseur, parce que si tu achètes cash comme l'immobilier, tu perds un intérêt et tu rembourses la dette, donc déjà tu fais beaucoup plus de volume et tu oui. peux aller rembourser rapidement par la création de valeur, donc tu crées de la revalorisation, ce qui n'était pas le cas face au précédent, évidemment, qui n'avait pas cet effet de levier-là. Oui, alors Hmm. il aurait pu l'avoir, hein. Bien sûr, Chaque successeur peut après gérer son deal comme il l'entend. ouais. Si je veux faire une petite parenthèse technique, après tu couperas si c'est. Ah non, coupe pas, non. En fait, il y a trois facteurs, il y a trois jambes Ouais, dans le ROI, dans le TRI ouais. d'un véhicule qui est dédié aux opérations de LBO. Tu as l'alpha, Oui, le c'est bêta voilà. et le Vega. Ce qu'on a partagé aux investisseurs parce que tu nous avais fait un petit peu un reporting sur ces trois aspects-là. Oui, Ouais. alors Ouais. l'alpha, c'est la croissance du sujet, c'est la croissance de l'actif, c'est la croissance de la boîte. Le bêta, c'est ce que tu dis, le bêta, c'est le deleverage bancaire. Donc, Ouais. et le Vega, c'est le multiple. C'est est-ce qu'on va vendre à un multiple plus élevé ou plus bas. Ouais. C'est pour ça que je te disais, si en rétropédalant, je trouvais rien qui me convenait. Il faut que les feux soient ouverts, quoi, sur les trois aspects. Oui, et les fonds aujourd'hui, si tu veux, quand on voit des deals, on est très content, nous, quand on est de l'autre côté, mais à 8, 10, 12, 15 fois les bidas, Ouais. avec 70-80% d'apport, on se dit, sur des boîtes qui font déjà 2-3 millions d'EBITDA, on se dit comment elle va grossir, Ouais. comment tu vas. Et ton bêta, il y a quasiment zéro parce que tu n'as quasiment pas de dette bancaire, pas de levier. Et ton Ah, c'est multiple, tu très vas pas limité. vendre 25 fois dans 5 Oui, ans. oui, si ton marché en plus il n'est pas forcément porteur. Mais même s'il est porteur, tu vas pas revendre à 25 fois Ouais, les l'EBITDA. bidas, ouais. Donc on se dit, non, on va pas faire ça. Et le segment 2 à 10 millions, c'est des boîtes qui font entre 500 000 et 1 million d'EBITDA. Ouais. Anticipé 2 fois en 5-7 ans, franchement, c'est pas déconnant. Ouais, ouais. On apporte un tiers en général du montant, on a 2 tiers de dette, donc même si la boîte fait pas de croissance, on peut faire déjà x3. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas des Ouais, mille. ouais. Et le multiple, si on arrive à vendre à 6 fois au lieu de 5, parce qu'on a 1,5 million d'EBITDA au lieu de Oui, si tu as eu 800 la 000, fameuse croissance sur les je autres. prends 20% en plus, rien que sur Facile. le Ouais. changement du multiple, donc le changement un peu de classe d'actifs, tu vois. Donc ça fait sens. Ouais, ouais. Mathématiquement, ça fait sens. Parce que si je fais x2 et x3 avec le levier, plus 20% avec mon multiple, je suis à x7, x8. Alors que je suis sur des boîtes qui ont Statistiquement, 40 ans d'existence. ouais. Tu vois, donc je sais que ça paraît un peu. Mais bon, c'est les maths, quoi. Non, mais bien sûr. C'est ce que je dis souvent à des investisseurs qui très très tradis, voire très conservateurs, patrimonial dans Mhm. la logique et la stratégie, et qui vont voir cette logique et des multiplicateurs comme ça. Et sur beaucoup de choses qu'on propose. Je reviens sur les ressources naturelles, je reviens sur certains deals. C'est un peu la même logique parce qu'il y a des leviers, parce que derrière, c'est des marchés qui sont pas élitistes, mais qui sont pas en fait réservés à l'investisseur bancaire lambda, produit Ouais. bancaire. Voilà, c'est pas du livret A. Non. Donc forcément que ce sont des deals qui initialement étaient réservés à des pros et à une certaine élite, ça c'est vrai, Mhm. et qui sur beaucoup de... Même le private equity, c'est pour le monsieur et madame tout le monde, Non, c'est compliqué. c'est compliqué et c'est relativement très jeune dans la possibilité d'investir avec un T'as raison. petit ticket. T'as raison. Et c'est encore plus à la mode depuis 2-3 ans entre l'émission sur M6, les contenus qui sont faits. Mhm. Et alors, il y a un risque, mais dans le principe, bah oui, c'est normal en fait d'avoir des chiffres comme ça. Oui, parce Sinon, que tu le fais pas déjà. c'est pas, en fait, ça devient normal. Hmm. Mais surtout, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde parce que si tu veux, c'est pas sexy d'aller prendre le train et Ah, d'aller oui, faire oui. 3 heures pour aller voir une usine. Ah, Tu vois, par contre, c'est une vraie activité. mais C'est de l'invest. nous, on adore. Equity, ça c'est de l'invest business. C'est C'est pas de du l'invest passif business. qu'on te vend, à dire vous allez rien faire, Non. c'est en total passif. Et Voilà. voilà. Et en fait, c'est toujours les mêmes deals sur des boîtes qui font 8-10 millions d'EBITDA qui vont se vendre 100-150 millions. Et en fait, toi, tu es juste une petite poussière là-dedans. Bien sûr. Donc nous, on a juste dit, on va ouvrir cette tranche de 2 à 10 millions Ouais. qui est un peu vierge aujourd'hui. Ouais. Et on va la bosser. Et puis, en fait, en C'est le coup ouvrant ça, d'opportunité, depuis ouais. 2-3 ans, on s'est rendu compte, putain, mais c'est notre patrimoine, en fait. Parce que la plupart des boîtes, Ouais. elles sont dans cette tranche. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle
et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Je suis d'accord. Et en plus, financièrement, ça fait sens. Donc on s'est dit, bon, banco, quoi. Let's go. Parce que là, il y en a certains vont vouloir investir sur le prochain. Question que les auditeurs attendent à chaque fois. Si tu Quel genre de étais... fromage je suis? Ah, presque. Non, on va parler de fromage, effectivement. Non, si tu étais président de la République, Ouais. pour parler de camembert, quelle serait ta première mesure? Waouh, j'étais pas prêt à cette question. Je sais, parce que les gens sont rarement prêts. Ceux qui écoutent l'émission, qui savent que je la pose. Non, c'est une très très bonne question. À la réflexion, c'est peut-être un peu biaisé ce que je vais te dire, mais Tout le temps accompagner biaisé. les TPE et les PME, on accompagne beaucoup les startups depuis les mandats Macron, et c'est très Ce bien. que j'allais dire, est-ce que Macron, il est trop Startup Nation? De toute façon, tous les dirigeants sont à un moment donné trop quelque chose. Ah, mais bien sûr. On coupe la tête du roi depuis Louis XVI, donc de toute façon... Oui, les Français ont culturellement l'habitude. Voilà, et moi compris. Hein. Ouais. Bon, on sera toujours un peu trop quelque chose. Maintenant, je pense que moi, et n'ayant pas l'ego de te dire que je sais tout sur tout, donc sur ce que je sais, ce que je connais, effectivement, la transmission et le développement de ces TPE et PME peut être travaillé sur des mesures qui peuvent faciliter, les aider davantage. Parce que, bah, encore une fois, c'est notre patrimoine. Personne n'en parle parce que c'est pas sexy, Ouais. mais c'est notre patrimoine. Et nos familles, les emplois, tout ça, notre production, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce sur quoi on s'assoit, c'est ces boîtes-là qui les fabriquent, qui les produisent. Tu vois. Ok. Est-ce que, du coup, alors, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, mais par exemple, le gouvernement va dicter les directions que doivent prendre la BPI, par exemple. Ouais. BPI, tous les ans, ça change. En plus, ils sont au courant au dernier moment. Les entrepreneurs, pour ceux qui veulent faire des dossiers, tu dois attendre le début d'année. Enfin bref. Ouais. Et des fois, ça va être très industriel. Des fois, ça va être très innovation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en disant que si on va intégrer dans du LBO, dans de la reprise, dans le TPE-PME, de l'innovation, ça va être ma question vis-à-vis de toi, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer sur l'intégration de l'IA, la tokenisation, sur ce genre de sujet finalement, déjà pour avoir un effet de levier, parce qu'effectivement, demain, la TPE qui ne va pas intégrer ça peut se faire manger, et aussi sur, on va jouer sur le carcan-là pour lever des fonds auprès de la BPI, auprès du gouvernement, auprès de la région. Alors, tu parles de la BPI, beaucoup de gens disent... non, mais c'est un des points de ton point, c'est la BPI. Pour travailler avec la BPI depuis plus de 10 ans sur tous mes deals, et que ce soit inno, pas inno, privé, public, contre-garantie, tout ce que tu veux, c'est des monstres. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste qu'elle est tellement visible que tu as beaucoup de gens qui y font appel, et donc forcément beaucoup de gens qui sont déçus de la décision in fine de la BPI. Oui. Ah bah, c'est le plus gros européen, je crois, d'ailleurs. Franchement, Et c'est incroyable ce qu'ils font. Et ça, je les remercie. Ça va de la blockchain crypto, je suis bien placé pour le savoir, parce que sur le projet Web3, on avait eu des financements de la BPI. Ouais, alors même si on était les premiers, ils ne savaient pas ce que c'était, ils avaient fait intervenir un ingénieur tellement qu'ils ne savaient pas. Ça va jusqu'à l'agriculteur, ça va de la toute petite boîte, restaurateur. Donc, restaurateur, tu l'as bien dit, donc c'est Web3 à la restauration. Ouais, c'est ça. Donc franchement, chapeau. Mais c'est pas... Ah, bien sûr, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est encore un exemple trop isolé. Les banques, des fonds de garantie, des fonds qui te permettent... on a arrêté pas mal de fonds fiscalisés, défiscalisés pour justement accompagner l'investissement dans les startups, les PME. En Angleterre, à l'époque où je bossais là-bas, il y avait des fonds de défiscalisation liés à la taxe sur les héritages qui pouvaient être un petit peu réduits si tu investissais dans l'économie réelle. Je ne veux pas faire le naïf qui dit que de toute façon, toutes ces choses-là finiront par être détournées, mais je pense que ça vaut quand même le coup de mettre 5-6 tronches autour de cette question-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vivre, ce tissu-là. Donc, si on ne l'accompagne pas du mieux qu'on peut, on n'y arrivera pas. Je pense pas, en tout cas. D'ailleurs, c'était bonne transition avec ma dernière question LBO, vis-à-vis du marché et de comment tu le vois dans les années et décennies à venir. Et notamment, la fameuse interrogation, même qui revient souvent, la vague des boomers, le nombre d'entreprises qui va arriver très bientôt, là, en fin de
en fin pas de vie, parce que c'est l'entrepreneur qui, Ouais, en lui, part à la transmission, retraite, quoi, en étape de ceux, transmission. les enfants qui ne veulent pas reprendre, Ouais. et avec un volume beaucoup plus important qui a déjà commencé et qui va encore augmenter finalement, Mm. et sur lequel j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Alors, sur la partie financement, il n'y a personne. Ouais. Enfin, il y a très peu de gens, parce que sur cette tranche de 2 à 10 millions, on n'est pas beaucoup. Oui, parce que c'est plus des petites boîtes. Ouais. Mais c'est 90%, enfin, je n'ai pas les chiffres, Oui. mais bon, c'est la majorité, quoi. Parce que dans la grande je vois des chiffres, il y a 300 000 boîtes dans les 2 prochaines années, il y a 500 000 boîtes dans les... Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on définit par boîte, parce que une boîte avec un seul salarié, et voilà, non, mais c'est considéré comme une boîte. Donc Ouais. déjà, si tu prends les boîtes transmissibles au niveau 2 à 10 millions, tu es à 500 000, 1,5 million d'EBITDA, il n'y en a plus 500 000. Hein. Ouais. Il y en a plus 500 000. Ouais. Et en fait, je vais te dire, c'est ce que je dis souvent, il y a plus de repreneurs que de boîtes à reprendre. Ok, intéressant. Ah bah oui, parce que l'économie fait que dans les grands groupes, ou même dans les sociétés, les gens n'ont plus l'évolution qu'ils avaient avant. Donc en fait, Oui, c'est vrai, c'est intéressant oui. que tu reviens sur un aspect plus Macro, vision morale, en fait. macro. Ouais. Et du coup, les très bons, ils partent, et les très mauvais, ils partent. Nous, notre job, c'est de faire la différence entre les très bons et les très mauvais. Et finalement, des très bons, il y en a beaucoup plus que de très belles boîtes. Heureusement qu'il y a plus de gens que de boîtes, déjà. Tu vois. Oui, donc, ça se tient. En fait, quand on lit les chiffres et qu'on fait de la com, tu parlais de communication sur les réseaux et tout. Bon, il y a un peu d'effet d'annonce. Ouais, 500 000 boîtes, il n'y a pas un repreneur. Non. De mon expérience, après je ne sais pas tout, mais de mon expérience, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de repreneurs que de boîtes à vendre. Transmissibles. Super intéressant. Tu vois. Donc pour moi, dans les 5-10 prochaines années, pour répondre un petit peu à ce point-là, le risque, c'est les taux et c'est en fait les banques qui vont te demander plus en plus d'apports, parce que si les banques te demandent 90% d'apports du jour au lendemain, en fait, tout ce que je t'ai dit, ça n'a plus sens. Déjà, c'est compliqué et ça a moins de sens. Ça a moins de sens. Donc, tu as moins de capitaux. Donc, déjà, ça, c'est un gros risque. Une question on parlait d'accompagnement. De taux bancaire aussi, finalement. Oui, mais l'effet est moins important. L'apport, bien sûr. Je vais dire, l'apport, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est sexy de faire ça. Mais quand je dis c'est sexy, il faut que ce soit sexy, parce qu'il faut que des investisseurs se disent j'y vais parce que ça va me rapporter de l'argent, et que nous, notre boulot, c'est ensuite de prendre cet argent-là et de le rendre intelligent, tu vois, en le mettant au travail sur des transmissions de boîtes qui font sens. Ouais. Peu importe les raisons de chacun. Nous, notre boulot, c'est de transformer quelque chose en quelque chose de smart pour l'écosystème et pour le tissu économique, tu vois. Donc, si on enlève ça, donc je dirais, si les banques disent tout d'un coup, il y a trop de risques, on passe à 50% d'apport, elles ont le droit. L'État va devoir trouver un moyen. C'est ça, après, ça pour retombe aider. sur. Oui, mais tu me parlais tout à l'heure de si tu étais président, ce serait une de ces mesures-là de dire attendez, nous, on vous garantit une partie pour que vous puissiez continuer à faire un tiers d'apport, pour qu'on continue à mobiliser du cash pour financer ces transmissions. Tu vois, ça, c'est mon risque. Et aujourd'hui, on a le deuxième risque que je vois, c'est évidemment la situation économique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'ai été attentiste en 2023 parce que c'était... oui, mais bon, avec le recul, c'était la meilleure décision. Il fallait le faire, je pense. Mais aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant. Maintenant, c'est juste que c'est stabilisé dans le négatif. Avant, c'était très instable, c'est volatile. Donc volatile, j'aime pas trop bouger. Plus dysfonctionnel aujourd'hui, mais voilà. Mais au moins, c'est stable dans la dysfonctionnalité. Donc, il faut être intelligent sur les secteurs sur lesquels tu te positionnes. Donc là, c'est vraiment faire très attention au secteur et faire très attention à ce que justement, ce soit quand même financièrement toujours intéressant pour les souscripteurs de ce véhicule et des autres véhicules qui ont la même mission que nous. Finalement, ça peut être un bon conseil pour quelqu'un qui aurait eu envie, suite à notre entretien, de faire une reprise et qui aurait cette ambition. Faire attention à ces secteurs-là parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et de se faire accompagner par nous, par d'autres, j'entends en tant que partenaire. C'est aussi un bon moyen, je pense, pour avoir un sparring partner, pour se poser les bonnes questions et pas y aller tout seul, tête baissée et casser des murs comme j'ai fait, quitte à se prendre. Bien sûr. Mais avec le recul maintenant, c'est même pas forcément une question d'ego, mais sur des projets comme ceux-ci, il ne faut pas y aller tout seul. Compliqué. Hein. Moi, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que la solitude du dirigeant, ça bouffe quand même beaucoup d'espace mental. Autant dans la créa d'une entreprise, au début, dans la dynamique, dans le momentum qui est différent, tu peux être tout seul, solo entrepreneur pendant un petit moment. Si tu vas de suite sur la reprise.
La création, effectivement, je pense que c'est Hmm. mieux de commencer seul, stabiliser le projet et ensuite t'associer. Parce que je vois beaucoup de cas où j'ai des problèmes de réorganisation capitalistique parce Hmm. qu'en fait, au début, c'était super, on était tous alignés, mais en fait, au gré des pivots, on n'était plus du tout Ah bah, ça, alignés. c'est une autre question, hein. Oui, bien sûr. Une émission à part entière, Ouais, presque. Ouais. c'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu vois, Ah, moi, c'est intéressant. sur Cray, je l'ai créé tout seul parce que je me suis dit, bon, écoute, crée le truc, vois comment ça se Ouais. développe, et puis ensuite, au gré des rencontres et autres, tu ouvres ton capital et tu le fais, mais avec quelque chose de. Ouais, une vraie vision. De Hmm. dire que tu as une vision quand tu crées ta boîte et que tu déposes ton cabis, Tout à ouais, fait. je pense que t'en as peut-être 1 sur 1000, mais 999 autres, ils ont une vision, puis 2 semaines après, la vision n'a plus rien à voir, quoi. Mais ce qui est C'est vrai, c'est logique, vrai, c'est ce qui vrai. est logique. C'est vrai. Ok. Merci pour ça. On va passer à une à deux questions un peu plus personnelles, si tu le veux bien. C'est le Parce que moment où tu tamises les lumières. ouais, tu as trouvé ma question précédente, je pense, beaucoup plus facile alors que tu l'avais pas trop aimée. Thomas, qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux? La Terre est plate. Ah, Non, non, t'imagines? Ah, non, non, attends. je plaisante. Je pense que la finance a du sens. Ok. Je pense que beaucoup de gens se disent Hmm. bon, bah, la finance, c'est quelque chose opaque. T'as limite pas envie de dire que tu bosses en finance parce que Ouais, c'est pas stigma. faux. Ouais. Non, mais et c'est dommage parce que au final, c'est un métier qui est merveilleux. Ah oui, moi je suis le premier à le dire, mais t'as la vision de tu détruis la planète, ultra capitaliste. Ouais, où tu t'en mets plein les fouilles, Ouais, ouais, tu fermes des usines, c'est tu ça. machin, alors que tu Tu vois, c'est tout exploites. l'inverse. Tu exploites. C'est tout l'inverse. En fait, c'est le sang qui coule dans les veines d'une boîte, la finance. Ouais. Et donc, plus on va se dire que c'est mal, moins on va le comprendre, plus on va l'isoler Bah, et plus de problèmes on va s'attirer, je pense. je pense que tu fais un micro-trottoir, là, en France, hein, parce que, alors Ouais, ouais, là, ouais. tu fais un micro-trottoir sur la vision, la finance, et même de la bonne finance, toi, injectée dans l'économie réelle, ce qu'on discute depuis une heure. Les gens, limite, ils vont te cracher dessus, toi. Ouais, ouais, ouais. Je suis toujours un peu gêné ouais, quand on me demande de Alors dire que que je bosse en s'il n'y avait finance. pas ça, s'il n'y avait pas des gens comme toi et des investisseurs comme nous, ou double casquette, enfin qu'importe, putain, mais on serait à l'âge de pierre, en fait. On sera à l'âge de pierre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et ça tournerait beaucoup moins bien et beaucoup moins sereinement. Ouais. Tu vois, on met un peu d'huile dans l'axe du moteur un peu global. On Et tu vois, serait tu dis des investisseurs comme vous, des gens comme moi, il y a pas on est arrivé Je vois ce à que un tu veux dire. certain point Ouais. où c'est quand même dingue que ce soit à nous de gérer ce problème de la transmission des PME et des TPE. Enfin, tu vois, Ouais. je nous adore, hein, mais c'est quand même fou que ce Je soit à vois. nous de le faire, ce taf. Mais bon, on le fait. Ouais. Mais je pense que ça, justement, il faut que faut que ça se démocratise et qu'on arrive à redonner un peu de goût à la finance en France à Ouais. tous les niveaux, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, même dans l'introduction, à chaque fois de l'émission, que tu n'as pas entendu, mais je dis que je suis le cheval de Troie de la finance. C'est que c'est pas la finance spéculative à la Wall Street, encore une Mhm. fois, mais dans un intérêt et d'essayer de changer les choses à Bah, l'intérieur. ouais. Ouais. Bah, Tu confirmes. compte sur moi. Très bien. Et on va finir avec une ou deux petites questions un peu plus légères et aussi pour avoir peut-être un conseil de ressources de ta part. Premier point, quel est le livre qui t'a le plus influencé ou ton livre favori? Moi, c'est Les Aventures d'Ulysse, l'Odyssée. Bon choix. On l'a jamais cité encore. Il est incroyable. Je t'ai dit que j'ai toujours un peu la tête dans la lune. J'aime beaucoup. Donc, franchement, c'est juste. J'en ai un peu Ouais. pas des frissons, mais rien que d'y penser. J'ai beaucoup voyagé avec ce bouquin. C'est Ouais. un gros tome, mais honnêtement, il se lit très bien en Kindle ou Hmm. sur le téléphone. Et franchement, c'est un moment de coupure Ah. génial. Tu vis dans un monde complètement dingue et tu découvres un peu la mythologie grecque que j'aime bien, moi. Vrai. Très bon conseil. Très conseil. Rien à voir avec le business, hein, par Ah non, contre. mais justement, c'est l'intérêt de la question. J'avais commencé à le lire en grec. J'ai fait 5 ans de grec. En grec? J'ai fait le grec ancien. En fait, on était que 3 en cours. Ouais. On avait tellement été vite qu'on avait 2 ans d'avance sur le programme vis-à-vis du bac, qu'à la fin, on a commencé même à faire du grec moderne. Ok. Et puis, quand on a commencé à lire Ulysse en grec, Ça devait être moi, n'importe j'étais là. quoi. En plus, le prof, c'était passionnant. Ouais. C'était génial.
Je vais voir à quoi ça ressemble en Ouais, grec. alors Parce que déjà en aujourd'hui, français, j'aurais un c'est peu de mal compliqué. Hein. à parler grec. Par contre, à lire, j'ai aucun souci, mais Oui. après, c'est un délire, quoi. Tu veux dire, je suis en train de lire Ulysse en grec Ouais, ancien, toi. c'est la pierre philosophale. Ouais, Même. ouais, c'est ça. Ouais. Un des livres presque qui a permis de construire on va dire la civilisation gréco-romaine sur laquelle est appuyée aujourd'hui notre civilisation, quoi. Bah ouais, puis même, tu peux Non, le il est lire génial. aussi avec Les une enfants. légèreté totale. Bah oui, c'est des histoires, Mais quoi. je l'ai acheté pour mon fils, une version très édulcorée, mais Ouais. c'est Ulysse, quoi, pour les enfants. Ah ouais, mais c'est Moi, je me régale incroyable à ce lire, c'est bouquin. beaucoup mieux que Choupi, toi, hein. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, Choupi, c'est pas mal, je pense C'est la aussi. phase d'avant, hein. Faut pas essayer, on a fait Choupi et Ulysse, toi, directement. Moi, là, je suis à l'étape de Choupi avec ma fille. Là. Ah, bah, moi, avec les filles, à 2 ans, c'est Choupi. Dernière question, on va rester dans la fiction, finalement, même si on peut toujours dire est-ce que Ulysse était de la fiction ou pas. Quel personnage de fiction aurait été un excellent investisseur et à l'inverse aurait été un désastre total? Alors, donc, deux Deux personnages. personnages. Quel est celui qui dirait putain, celui-là, franchement, il serait bon en business et en investissement. Et à l'inverse, celui, il faut surtout pas qu'il aille là-dedans, quoi. Elles sont difficiles, tes questions. Je préfère que tu me poses des questions techniques sur Alors, le le LBO. LBO, l'alpha de. Le C'est la personnage dernière. de fiction qui Et on restera serait... là-dessus. euh, S'il y a quelque chose qui devient. Moi, j'ai réfléchi à la question. Alors, c'est quoi les Mille. tiens? Juste pour... comme ça, je gagne du temps. Tu veux que je donne les miens avant? Ouais, et je gagne du temps comme ça. Alors, il y en a un qui était évident, c'était Batman. Ouais. Enfin, évidemment, parce qu'initialement, Batman, on ne sait pas trop derrière l'histoire vraiment du personnel de celui qui est derrière Batman, mais Mm. c'est un businessman. Enfin, Mhm. il est richissime, toi, il a une voiture incroyable, il a un serviteur. Donc je me suis dit que lui, dans le business, il doit pas être mauvais, ça doit être un très bon Alors, du coup, investisseur. Iron Man aussi. Iron Man, ouais, plus businessman, effectivement. Encore, oui, effectivement. Bah, Bah, donc, c'est moi, Elon je vais Musk, dire quoi. Iron Man. Ouais, c'est Iron Voilà, Man. c'est j'avoue. Elon Musk pimpé, quoi. C'est vrai, qui a joué son propre rôle dans Iron Man, d'ailleurs. Et celui qui serait très, 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 très mauvais de par sa non-discipline, j'ai pensé à Homer Simpson. Ah, pas con. Moi, j'aurais Charlie Sheen, tu sais, dans... tu te souviens? Ah oui, J'ai oui, plus oui. le nom de la série, mais n'importe quoi, un désastre, le gars. Ah oui, là, c'est vraiment... oui, oui, c'est sa vie de tous les jours, quoi. Ah ouais, c'est désastre total, total. Mais Homer Simpson, je pense pas loin. Hein. Ouais, Pas loin. Et c'est un d'ailleurs, peu la je même. pense que la fille, comment elle s'appelle d'Homer? Oui, Elle la pourrait être, petite qui a un télo. voilà, Ouais. elle pourrait être la meilleure et la pire, Ouais. tu pourrais mettre son père. Ouais, j'avais pensé, en parlant de fille intello, j'avais pensé aussi à Hermione Granger dans Harry Ouais, Potter. ouais. Ouais, Très carré, comme tu disais, dans le moule. c'est vrai. Ouais, et dans la finance, elle serait pas mal. Mais du coup, là, on est des pirates de la finance. Est-ce qu'on a envie de dire que quelqu'un qui est dans le moule serait... Ouais, voilà, c'est ça, c'est toujours la question Ouais, existentielle. effectivement. Ouais. Bah, merci infiniment pour ces dernières questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette très belle émission? Un conseil, quelque chose à rajouter que tu n'aurais pas dit? Dis-nous tout, Thomas. Non, je pense que je vais quand même revenir sur un point que tu as évoqué, qui est justement cette démocratisation autour de l'entrepreneuriat et du repreneuriat. Ouais. J'ai quand même envie de dire, alors c'est pas un conseil, hein, je suis personne pour donner des conseils, mais faites quand même attention à ce qu'on dit. Gardez en tête There is no free lunch, Ouais, bien faut qu'ils vont ancré. s'en souvenir sur la free lunch. Et surtout, il y a rien qui est trop beau pour être super simple, il n'y a pas de martingale. Voilà, il faut que vous fassiez expliquer les choses. Renseignez-vous sur les sources de ce que vous regardez, parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses qui traînent autour de ça. Et voilà, faites attention quand même, parce que c'est financièrement, c'est une chose, mais surtout, c'est des projets de vie, les reprises d'entreprise. Ah oui, bah oui, c'est la beauté de l'exercice. Donc voilà, je dirais juste ça, voilà, faites un peu gaffe. Ouais, et je suis puis, d'accord avec toi. D'accord. Mais ceci dit, si vous cherchez du clé en main et que vous avez du cash, Thomas et nous, on est là. Ah bah oui, non, Voilà. mais ça, c'est sûr que là, on a besoin de tout le Ouais. monde pour aller financer la transmission de nos belles TPE, PME. Et là, plus on est, mieux c'est, quoi. Pour la souveraineté Évidemment. française. Entre autres. Très belle conclusion. Merci encore à toi, Thomas. Merci Et on beaucoup, se François. dit à très vite pour une prochaine émission.